depuis 20 ans, permet à des élèves du secondaire de s'initier modestement, mais si possible efficacement, en enseignement supérieur. Cette année, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que non seulement voilà, nous avons un masque, et puis surtout, parce que nous n'avons pas pu nous déplacer sur le campus de Villetaneuse. Villetaneuse, c'est Paris 13, c'est une université que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez de par vos grands frères, grandes sœurs, des cousins, etc. C'est une université qui est très proche du lycée où vous aurez de toute façon vocation, un certain nombre d'entre vous, peut-être de vous y inscrire dans le cadre de Parcoursup. Habituellement, mes classes de terminale, eh bien, je les amène passer la journée sur le campus de Paris 13 et les élèves assistent donc à des conférences plus ou moins longues. Et moi-même, ayant plusieurs, on va dire, casquettes ou spécialités ou fonctions, je propose, puisqu'on me le demande, de donner une conférence qui permet à la fois à mes élèves de voir ce que je fais en parallèle de mon enseignement ici, et puis surtout, plus important peut-être, à d'autres élèves, d'autres horizons qui ne me connaissent pas, de voir ce qu'on peut faire à l'université, ce que des chercheurs qui enseignent et qui en même temps font de la recherche, ont l'habitude de faire des conférences, des colloques, etc., peuvent faire. L'objectif, évidemment, c'est de vous présenter, je dirais moins peut-être un contenu qu'une forme, c'est-à-dire quelque chose qui va être votre quotidien, quelles que soient finalement les études que vous allez ensuite faire. Bien sûr, avec un certain nombre de différences. Globalement, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver dans des amphithéâtres, donc les petites classes à 35, ça va disparaître, et effectivement avec des contraintes qui sont celles de l'université. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ça, évidemment, c'est mon job ici. C'est le principal d'une grande partie d'entre vous, donc le problème de Parcoursup et autres. Et effectivement aussi, hein, ça peut être intéressant pour vous, je l'espère en tout cas, en termes à la fois de contenu, puisque cette année, Savants de banlieue est consacrée aux questions liées à l'environnement, hein, pour aller très vite, pour résumer les choses. Et comme ma spécialité, c'est l'histoire de la médecine, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une présentation très rapide des liens, en fait, entre la médecine, la pharmacie, historiquement, et l'homme. C'est-à-dire comment, pour le dire différemment, c'est un peu ma problématique, depuis, j'allais dire, la nuit des temps, puis toujours, l'homme est allé chercher ses premiers remèdes dans la nature. Et qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça nous apprend culturellement et socialement et scientifiquement aussi? Je sais qu'il y en a qui veulent faire médecine, c'est bien. Qu'est-ce que ça nous apprend de notre rapport, hein, à la nature et de notre rapport aussi à la santé? Et donc, c'est ça que je voudrais exposer dans ce qui est effectivement une conférence. Une conférence, c'est quand quelqu'un parle comme ça. Vous pouvez évidemment prendre des notes, vous pourrez poser des questions. Et bien entendu, également, hein, je pense que le PowerPoint, qui est libre de droit, puisqu'il sera voilà, mis sur le site de Savants de banlieue, peut-être je le mettrai sur Pronote, je verrai si je peux le faire. Oui, alors dernier élément, je n'oublie pas aussi l'autre partie du public, puisque vous n'êtes qu'une partie du public ici, puisque la conférence que je donne est retransmise dans un établissement de Clichy et d'autres personnes se sont inscrites. Donc, vous n'êtes pas le seul public et je m'adresse évidemment à tous les publics en saluant encore une fois tout le monde pour leur présence et par avance pour leur attention. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette conférence, j'ai intitulé cette conférence Hippocrate à travers champs, parce qu'Hippocrate, c'est le père de la médecine. Les médecins prêtent encore un serment aujourd'hui. En 2020, on prête un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate quand on a fini ses études de médecine, ou quasiment. Et ce serment, en fait, renvoie à cette figure, hein, de l'Antiquité grecque, qui est un peu le père de la médecine occidentale. Et cet Hippocrate, eh bien, je l'ai imaginé cheminant à travers champs, c'est-à-dire allant enquérir des plantes, des végétaux, pour essayer de soigner un certain nombre de maladies. Alors vous allez dire, tiens, il va nous parler de l'Antiquité. Pas seulement, et vous verrez comment on revient à l'actualité, en ayant un point de vue, une exploration d'un certain nombre de ces liens thérapeutiques, si je puis dire. Hein. Donc thérapeutique, c'est ce qui se passe entre l'homme et la nature, cette nature que j'appelle vivante. Je passe sur les sponsors. Je remercie la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord. Je remercie le laboratoire Pléiade qui m'accueille depuis un certain nombre d'années, ainsi que l'hôpital Foch où j'ai des fonctions depuis 1 an dans le département d'éthique et de recherche. Voilà, donc, ce qui me permet de donner de temps en temps mon avis sur des questions d'ordre éthique en matière de santé. Alors, premier point, j'ai un plan en 3 parties. Vous allez dire c'est scolaire, mais oui, mais bon, je trouve que là, en l'occurrence, c'est adapté
Premier point que je voudrais développer assez rapidement, c'est cette conception, en fait, qui est à l'origine, je dirais, depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, de notre rapport à la nature. Pendant des siècles ou des millénaires, on a considéré que la nature, elle était au service de la santé. Dans une sorte d'image ou de vision un petit peu idyllique ou utopique, l'homme considérait que, finalement, il y a des maladies qui pouvaient apparaître dans la nature, mais que, les choses étant bien faites, il y avait aussi des médicaments, il y avait aussi des remèdes qui se cachaient dans la nature. Et très tôt, le bon médecin était celui aussi qui connaissait les bonnes plantes. La bonne préparation de ces plantes, de ces végétaux, il y avait aussi des substances animales et autres, mais là je vais me consacrer sur les végétaux, en ayant un petit peu cette vision presque idyllique d'un environnement qui contiendrait en fait, qui serait une sorte de grande pharmacie naturelle, un environnement qui contiendrait les plantes nécessaires à la lutte et si possible à la victoire contre les maladies. Et ça en fait on le retrouve dès l'Antiquité, dans les textes qui nous sont parvenus d'Hippocrate et d'autres médecins. Il y a énormément d'allusions à des remèdes à base de plantes. Aujourd'hui, le réflexe, quand on parle de remèdes à base de plantes, c'est dire, eh bien, ça fait penser à l'homéopathie, c'est-à-dire une sorte de médecine douce, avec des plantes, des tisanes, des infusions, un certain nombre de végétaux qui sont utilisés. Ça, en réalité, ce n'est absolument pas récent, au contraire, c'est très ancien. Quelques exemples, notamment le cas de ce qu'on appelle la thériaque. Alors, la thériaque, c'est quoi? C'est un remède, en fait, qu'on va préparer dans l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle. On retrouve, en fait, des traités ou des allusions dans des textes scientifiques à ce remède. Ce remède était destiné, en fait, à guérir des morsures de serpents. Évidemment, de vipères ou autres, ça peut être mortel. Dans l'Antiquité grecque, apparemment, c'était un problème qui était récurrent. Et en fait, cette préparation était à base d'une quarantaine de plantes. En fait, le médecin avait, on va dire, dans ses grimoires, entre guillemets, des recettes. Hein, comme vous avez une recette de cuisine avec des ingrédients, eh bien, à la pharmacie, ça fonctionnait à peu près de la même façon. Il fallait se procurer une quarantaine de plantes, les mélanger, avoir un certain tour de main, une certaine expérience, pour donner cette préparation, cette thériaque, aux malades, ou en tout cas aux personnes qui avaient été mordues, piquées, comme on dit, par un serpent. Et cette thériaque, en fait, on considérait qu'elle était tellement forte qu'elle pouvait servir à guérir toutes les maladies. Et au départ, c'est simplement morsure, hein, venin, voilà, de reptiles, et ensuite, on a considéré que c'était une sorte de panacée. La panacée, hein, c'est un terme qu'aujourd'hui on emploie de moins en moins, et qui désignait une sorte de remède miracle qui aurait permis de guérir toutes les maladies. Hein, c'est-à-dire une sorte de concentré de la force et de la puissance de toutes les plantes qui aurait permis justement eh bien, de résoudre. Oui. Ah non, je ne crois pas. Mais ce n'est pas grave. Oui, vous les laissez, merci. Voilà. Donc, petite interruption, ce n'est pas grave. Et donc, cette thériaque était censée pouvoir guérir l'essentiel des maladies. Une quarantaine de plantes, dont de l'opium. Et on comprend un petit peu, hein, puisqu'évidemment, les vertus de l'opium sont les vertus antalgiques, que ce remède, qui aujourd'hui n'a quasiment aucun intérêt, puisse avoir à l'époque précisément une bonne presse, hein, une forme d'aura légendaire, parce que quand vous prenez de l'opium, vous vous sentez mieux, voilà, c'est comme ça, et vous avez l'impression que vous allez guérir. Cette thériaque a été préparée, où notamment, hein, nous avons des textes d'un médecin grec installé à Rome, qui s'appelle Galien, 31-200 après Jésus-Christ, et qui est resté célèbre notamment pour une préparation, hein, un traité de cette fameuse thériaque. Alors, ce n'est pas le seul médecin, Galien, évidemment, à s'intéresser aux plantes. On a un auteur encore plus important, sans doute, pour l'histoire de la médecine et l'histoire de l'utilisation des végétaux en matière pharmaceutique, c'est Dioscoride, 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un auteur qu'on va utiliser jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, on va utiliser la description plante après plante. Vous avez des arbustes, des herbes folles, des fleurs, etc. Tout type de végétaux qui vont être recensés par Dioscoride, où il va décrire à quoi ils ressemblent, parce que ça aussi, évidemment, il faut avoir une bonne connaissance. Dans la nature, il y a plein de plantes qui se ressemblent. Ah, elles ne sont peut-être pas forcément toujours les mêmes. Comment différencier les plantes? Comment les utiliser? À quelle maladie, enfin, contre quelle maladie on peut les employer? Et le traité de Dioscoride, donc, 1er siècle après Jésus-Christ, va avoir une longévité considérable, hein, jusqu'au siècle,
les médecins vont s'y référer, à tel point d'ailleurs que au XVIIe siècle, dans cette représentation, vous ne la voyez peut-être pas tellement, mais la salle polyvalente ici n'est pas très adaptée, on va dire, aux conférences, aux projections. Il est représenté en train d'herboriser. Herboriser, c'est-à-dire qu'il est allé se promener dans la nature, il a trouvé des plantes et puis il réfléchit. Lui aussi, il utilise des textes plus anciens. Il essaie de tester sur des patients. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a le bon dosage? Etc. Donc, on est toujours dans cette image d'une nature bienfaisante. Les remèdes sont dans la nature. Il faut aller trouver la bonne plante et comme ça, on va guérir, on va donc soulager au moins le patient. Cette tradition de l'Antiquité grecque puis romaine va se communiquer à la médecine arabe. La médecine arabe tout au long du Moyen-Âge, c'est une médecine en fait qui a réutilisé les textes grecs qui, pour certains, étaient perdus en Occident. La médecine arabe à 80%, c'est de la médecine grecque qui a été recyclée. Et effectivement, dans la médecine arabe, on le voit avec ces versions arabes de Dioscoride, qui sont ici représentées. Donc les Arabes ont repris l'héritage culturel des Grecs en matière de connaissances pharmaceutiques et en ont fait un certain nombre de traités. Alors, est-ce qu'il y a eu énormément de progrès dans les connaissances au niveau de la médecine arabe par rapport à l'utilisation des plantes? Ça, c'est discutable. On va dire que dans l'histoire, et maintenant ce que peuvent dire même les gens qui sont des praticiens, c'est-à-dire experts, chirurgiens et autres, c'est que c'est surtout justement en matière de chirurgie que la médecine arabe a accompli de grands progrès, mais que sur la connaissance des plantes. Bon, ils ont recyclé en fait le savoir de Galien, le savoir de Dioscoride, et c'était important parce que pendant une partie du Moyen-Âge, en Europe, eh bien, on ne connaissait pas ces textes, et il faudra attendre le 11e, 12e, 13e siècle pour que ces textes arabes arrivent en Europe, soient traduits, et que cette médecine grecque, gréco-romaine, renaisse un peu de ses cendres grâce à la médecine arabe. Alors, cette idée selon laquelle, en fait, la nature est parfaite, on le retrouve aussi dans un élément qui est assez intéressant, qui est peut-être un peu folklorique, quoique. On considère qu'en fait, si on observe bien les plantes, on va découvrir des messages. Alors, ce n'est pas des messages secrets, mais ce sont des éléments, des signes qui permettent de ne pas se tromper. Encore une fois, c'est basé sur une conception idéaliste et idéale de la nature. Et par exemple, dans le cas de la racine de mandragore, plante légendaire, ce que j'ai qualifié sur le diaporama, légendaire mais bien réelle, autour de cette plante, en fait, toute quantité de légendes et de croyances, mais qui sont prises vraiment au sérieux. Pour nous, c'est de la superstition, et à l'époque, on considérait que ce n'était pas du tout de la superstition. Pourquoi? Parce que la racine de mandragore, elle ressemble, si on a beaucoup d'imagination, elle ressemble à un corps humain. Donc, ça veut dire quoi pour un médecin de l'Antiquité ou du Moyen-Âge? Ça veut dire que la nature étant parfaite, il y a des signes qui prouvent que telle ou telle plante peut être employée. Or, la mandragore, dans la mesure où elle a une forme de corps humain, masculin ou féminin, puisqu'il y a une division qui va durer très longtemps en disant il y a mandragore mâle, mandragore femelle, on considère donc qu'on peut guérir énormément de maladies, ou au contraire, selon le dosage, l'utiliser comme poison, comme aphrodisiaque aussi également, puisque plante mâle, plante femelle, et que cette forme de la plante, et là en l'occurrence de la racine, elle n'est pas le fruit du hasard, au contraire, c'est une sorte de providence, que certains peuvent appeler Dieu, dans le christianisme ou les dieux, voilà, l'ordre de l'univers, comment dire, dans le paganisme, et qu'il y aurait comme ça des signes cachés que la mandragore illustrerait parfaitement cette conception. Il y a un autre exemple qui est encore meilleur sans doute, et qui a été considéré comme vraiment incontestable pendant là aussi des siècles. C'est tout simplement le cas de la noix. Pourquoi? Parce que certains ont considéré, si vous y réfléchissez, c'est vrai que ça y ressemble, que la noix ressemblait à une boîte crânienne et que les cerneaux de noix, donc ce qu'il y a à l'intérieur, ce que l'on mange, ressemblaient aux hémisphères cérébraux. Donc, en vertu de cette idée selon laquelle des signes sont présents dans la nature qu'il faut interpréter et précisément qui sont des indicateurs qu'on peut utiliser ces plantes pour soigner telle ou telle maladie, eh bien, des médecins disaient, ben voilà, on va soigner les problèmes au niveau de la boîte crânienne avec la coquille de noix, puisque ça ressemble à une sorte de boîte crânienne en miniature. Et puis, pour les affections cérébrales, si vous avez un traumatisme,
des idées bizarres ou une hémorragie dans le cerveau, ce genre de choses, on va utiliser la noix parce que là aussi, elle représente, elle ressemble en tout cas très fortement à une boîte crânienne et à un cerveau en miniature. D'où l'illustration. En haut, évidemment, sont des noirs, ça vous avez reconnu, mais en dessous, c'est un vrai cerveau. Et même la couleur, à la rigueur, peut faire penser à un cerveau. Donc, pour cette médecine traditionnelle qui date des Grecs et qu'on retrouve au Moyen-Âge, encore au XVIe et même au XVIIe siècle, voilà, c'était un signe. Cette théorie, on l'appelle la théorie des signatures. Elle a été notamment développée par un auteur qui s'appelle Oswald de Crollius, hein, qui rédige au XVIIe siècle un traité, hein, Tractatus de Signaturis, c'est-à-dire, en fait, il y a des signes. Il faut arriver à les repérer. Vous voyez, comme si, en fait, il y avait des sortes de messages codés ou des sortes de secrets comme ça cachés dans la nature, et que grâce voilà, à une certaine pratique et une certaine intelligence, on arriverait à analyser. Donc ça, en fait, hein, ce sont les conceptions dominantes, mais qui, chaque fois, renvoient en fait à une image positive de la nature. C'est-à-dire, ces gens-là, finalement, n'avaient pas besoin de faire de l'écologie. Ils considéraient que la nature était bienfaisante, même si, évidemment, on peut toujours avoir des catastrophes, des épidémies, etc., et qu'il suffisait de regarder et d'aller chercher dans la nature ce qui nous manquait, et que comme ça, ben, ça irait mieux. Ce qui entraînait, là aussi, vous en conviendrez, je pense, à une sorte d'interaction, d'équilibre. Hein. On respectait la nature dans la mesure où la nature, c'était la grande pharmacie universelle, la grande pharmacie gratuite en plus. Très important, ça, la grande pharmacie gratuite, et qu'il fallait simplement, bien sûr, des intermédiaires cultivés, ben, les pharmaciens, les médecins et les gens qui écrivaient les ouvrages que j'ai évoqués. Alors, les choses, bien sûr, elles vont évoluer avec les grandes découvertes. Avec les grandes découvertes, en fait, beaucoup de questions vont se poser. Donc, on est à la fin du XVe siècle, XVIe, XVIIe siècle. On découvre un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, il y a de nouvelles plantes. N'oubliez pas que les pommes de terre, hein, je ne sais pas s'il y avait des frites à midi à la cantine, mais les pommes de terre étaient inconnues en Occident avant les grandes découvertes. Bon, hein, une racine, tiens, on peut en faire plein de choses, on la mange, le miam, c'est bon. Et donc, après, ça devient quelque chose d'absolument évident. Bah oui, mais c'est quelque chose qui vient effectivement du Nouveau Monde. De nouvelles plantes donc sont découvertes et la question qui se pose immédiatement est de savoir si de nouveaux remèdes n'existent pas dans ce Nouveau Monde. Puisque jusqu'à présent, ce dont je vous ai parlé, c'est d'une médecine qui était gréco-romaine et puis arabe. Donc en fait, ces gens-là ne tournaient qu'avec les plantes qui étaient présentes en Occident, un peu en Orient. Hein, vous avez plein de choses aussi sur l'utilisation et les vertus des épices, hein, des piments, du poivre, etc., ou de certaines épices hein, qui ont une odeur forte hein, ou un goût très très prononcé et qui étaient censées également avoir des vertus en matière médicinale. Et là se pose quand même une question, dire bon ben là on a tout un monde à découvrir, peut-être qu'il y a de nouveaux remèdes. Et là aussi, en fait, les médecins vont débattre. Les médecins, et ça c'est pas nouveau, vous le suivez de par l'actualité, les médecins ne sont pas toujours d'accord sur les remèdes à employer, et même à l'époque, j'allais dire, sur la géographie des remèdes. Je vais vous donner un exemple précis, il y en a de multiples, mais j'en ai sélectionné un qui est le quinquina. Alors peut-être vous n'avez jamais entendu parler du quinquina, et vous verrez dans quelques instants, dans quelques minutes, qu'en réalité, vous en avez sans doute goûté, mais peut-être sans le savoir. Alors le quinquina, c'est quoi? C'est l'écorce d'un arbuste qui pousse au Pérou, qui était évidemment inconnu des Européens, puisque avant la découverte du Nouveau Monde, on avait mis un pied là-bas, donc on ne savait pas que ça existait. Et en fait, les Indiens, donc les autochtones, si vous voulez, hein, d'Amérique latine, utilisaient cette écorce contre les fièvres. Alors, vous êtes piqué par un moustique, aujourd'hui, vous pouvez attraper la dengue, ou la malaria, ou le chikungunya, etc. Bon. Et à l'époque, bien sûr, toutes ces maladies, elles sont mélangées. Hein. On a des fièvres. Même si la fièvre, évidemment, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un symptôme, on l'évite. À l'époque, on considérait que c'était une maladie à part entière. Ce n'était pas un symptôme, mais que c'était une maladie. Bon. Puis, ceux qui feront médecine notamment, hein, vous verrez que les choses sont beaucoup plus compliquées, mais je résume. Donc, en fait, les conquistadors, hein, ceux qui commencent à coloniser le Nouveau Monde, entendent parler d'une écorce aux vertus apparemment miraculeuses. C'est-à-dire, les gens avaient une fièvre terrible, ils déliraient, ils transpiraient, ils n'étaient pas bien, ils allaient mourir, ils étaient tout jeunes, bon. Et tout d'un coup, on leur donne ça,
et puis en quelques jours, ça passe, et ils vont beaucoup. Alors au début, évidemment, on se dit, bon, c'est du folklore, et les Indiens, ils racontent n'importe quoi, finalement, ils n'ont pas notre connaissance, parce qu'ils n'ont pas eu Hippocrate. Vous voyez, il y a aussi le point de vue, j'allais dire, un peu colonial, le point de vue dominateur des Occidentaux, quand ils arrivent en Amérique latine, ils disent, mais non, qu'est-ce que c'est que ces balivernes, ça ne doit pas fonctionner. C'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a énormément de préjugés autour des nouveaux remèdes. Je vais même dire des remèdes, tout court. Et en fait, ce remède qui est découvert au XVIe siècle, il va falloir un siècle, alors qu'il fonctionne, qu'il était très bon, mais il va falloir un siècle pour arriver à convaincre les médecins occidentaux qu'effectivement, Dieu a permis, c'est ce qu'on retrouve dans les textes de l'époque, Dieu a permis qu'un remède aussi excellent soit placé si loin de l'Europe. Mais bien entendu, dans les critiques qui sont publiées et qui sont diffusées autour du quinquennat, il y avait notamment l'idée selon laquelle, Dieu étant forcément bon, charitable et autres, jamais il n'aurait permis de mettre aussi loin de l'Europe un remède aussi excellent. C'est du folklore, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est ce que disent les sources, et c'est ce qui explique aussi les réticences à l'emploi de ce remède, en disant, mais non, c'est un remède d'Indien, ça vaut rien. Et puis, au fur et à mesure, quand on le teste et quand on s'aperçoit des bons effets, on se dit, ah oui, quand même, apparemment, ça fonctionne bien. Et à partir de là, milieu XVIIe siècle, revirement complet. Au début, on se moquait de cette écorce, en disant, ça ne marche pas. De toute façon, ça a été mis trop loin par rapport à l'Occident. Les effets sont bizarres. Quand on le prend, ça donne beaucoup de chaleur. Or, on a déjà, quand on a la fièvre, une sensation de chaleur, donc ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait quelque chose qui rafraîchisse pour faire baisser la fièvre. Vous voyez, ce sont des réflexions qui peuvent sembler cohérentes, et aujourd'hui incohérentes du point de vue médical, mais c'est comme ça qu'on voyait les choses. Donc, on ne va pas utiliser ça, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas. On regarde dans les anciens traités, on se dit, mais non, il n'y a aucune trace, et puis c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on croyait savoir. C'est important, ça. Vous avez une découverte qui va à l'encontre de tout ce qu'on croyait savoir. Alors, il y a des médecins qui disent, mais non, ça ne peut pas marcher. Il va falloir un siècle pour que, en Italie, en Angleterre, puis en France, on commence à utiliser ce remède. Ce remède, c'est quoi? C'est une écorce, on la laisse infuser dans du vin, on boit le vin, et puis le principe actif, si je puis dire, qui est à l'intérieur, se diffuse, et la fièvre, elle baisse. On va publier des traités pour le quinquennat, contre le quinquennat. Tout le monde va prendre parti pour ou contre. Ça devrait vous rappeler quelque chose dans l'actualité. Hein, un remède, oui, ça marche, non, ça ne marche pas. OK. Et là, en fait, vous avez même un poète comme Jean de La Fontaine, ben oui, hein, La Fontaine et ses fables, qui va se lancer dans le débat et dire non, non, le quinquennat, à mon avis, c'est bien. Moi, je connais des gens, ils en ont pris, ils ont guéri. Alors qu'une grande partie des médecins disent non, non, ça ne vaut rien. En plus, c'est un remède qui vient de très, très loin. Il arrive par bateau. Il vient du Pérou. Quand il arrive en Occident, il a pris l'eau. Il y a déjà des contrefaçons. Vous avez déjà de faux médicaments. Hein. Ce n'est pas une invention contemporaine. Hein, quand aujourd'hui, on peut acheter sur Internet de faux médicaments. Ça existait déjà à l'époque. Parce que comme il venait de très loin, le quinquennat coûtait extrêmement cher. Et en fait, la population va être, et le corps scientifique ou corps médical, si vous préférez, va être divisé. Pourquoi est-ce que je vous montre une photo du château de Versailles? Parce qu'en fait, en France, ce qui va trancher, c'est le roi ou plutôt la famille royale. Ce n'est même pas les scientifiques. Pourquoi? Pour une raison qui est, j'allais dire, sociale, politique. À partir du moment où on sait que des membres de la famille royale prennent ce médicament et guérissent, on considère que c'est la meilleure garantie du monde. En disant, si le roi, on est à l'époque de Louis XIV, a des fièvres et qu'on lui donne du quinquennat et que ça marche, tout ce que peuvent dire les médecins, on s'en moque, ça marche, c'est bon, il faut y aller, il faut se procurer du quinquennat. Si le roi l'a utilisé, eh ben on va faire comme le roi. C'est une sorte de garantie ou de caution, vous voyez, presque morale ou sociale, qui en fait a réussi en France à la fin du XVIIe siècle à faire triompher un remède qui était encore extrêmement controversé. C'était très amer, les gens en prenaient, ils avaient envie de vomir, donc déjà ils avaient la fièvre, ils n'étaient pas bien, etc. En fait, un dosage pertinent va permettre au fils de Louis XIV, à d'autres aristocrates de la cour et au roi lui-même de guérir. À partir du moment où le roi a guéri, les médecins n'osent plus tellement critiquer le remède, ben non, parce que c'est le roi. Et donc, le remède, effectivement, va se diffuser et va avoir en réalité, je veux dire, un destin presque légendaire, en tout cas tout à fait brillant,
au siècle qui suivent, au XVIIIe et encore au XIXe siècle. Ce quinquennat, en fait, eh bien, il a été transformé au début du XIXe siècle. On a réussi à isoler le principe actif qui est la quinine. La quinine, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un alcaloïde qui, effectivement, a un effet qu'on appelle fébrifuge. Il fait tomber la fièvre. Pendant la colonisation au XIXe siècle, les Occidentaux ont eu recours à la quinine. Pourquoi? Parce qu'à cause de la malaria, des piqûres de moustiques que j'ai évoquées, eh bien, ils avaient besoin d'avoir de grandes quantités de quinquina, à tel point d'ailleurs que les Anglais vont inventer le Schweppes. Ça, normalement, vous en avez déjà goûté. Et dans le Schweppes, vous avez de l'écorce de citron, mais vous avez aussi de la quinine, ce qui donne aussi ce côté un peu amer. Alors, on rajoute plein de sucre, et puis il y a des bulles, comme ça on dit, tiens, c'est pas mal, ok, parce qu'il y a beaucoup de sucre. Vous enlevez le sucre, vous ne pouvez pas le boire. Ça va être dégueulasse, vous voyez, beaucoup trop amer. Et c'était déjà un problème dans les prescriptions et dans, j'allais dire, l'utilisation du quinquina au XVIIe siècle. Bien sûr, quand vous allez en pharmacie, ben, vous avez des boîtes de quinine classiques que vous allez prendre aussi voilà, dans les temps normaux. Vous repartez, je ne sais pas, moi, en Extrême-Orient ou dans des zones où il y a la malaria, on vous dira, prenez de la quinine. Pas d'hydroxychloroquine, mais bon, prenez de la quinine, voilà, et la quinine, normalement, ça fait du bien et il n'y a pas de problème. C'est un élément qui est vraiment, ce sont des éléments qui sont vraiment importants. Vous allez voir jusqu'où il nous amène dans la troisième partie que j'ai intitulée Du jardin au laboratoire, une nature dénaturée. Alors là, je dirais que c'est la grande question qui se pose depuis finalement le XIXe siècle. Et cette question, elle est réactivée, je dirais, par l'actualité. C'est-à-dire qu'au début, bon, ben, on va chercher dans la nature un certain nombre de remèdes. Ces remèdes, on les transforme un petit peu. Mais on ne sait pas les cloner. Ou on ne sait pas, disons, faire la même chose de façon artificielle. Vous voyez, on ne sait pas les répliquer ou les reproduire, mais de façon complètement artificielle en laboratoire. Or, ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le lien qu'on pouvait avoir avec la nature, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas rompu, dans la mesure où on peut le reproduire en laboratoire. On n'a plus besoin d'avoir une forêt, d'avoir un champ, d'avoir voilà, des plantes qui poussent comme ça de façon un peu anarchique et qu'il faut aller chercher. Là, on peut tout faire en laboratoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la nature. Non, on n'a plus besoin, c'est fini. On connaît les molécules, on connaît les principes actifs, on les reproduit en laboratoire et puis c'est tout. Dans l'alimentation, vous avez quantité d'exemples. Hein. Ceux qui, voilà, vous faites de la SVT, vous faites de la physique, hein, vous savez qu'on peut produire avec des corps gras quelque chose qui ressemble à du fromage, et qui a le goût du fromage, et qui n'est pas du fromage. On ne développe pas, mais bon, le fromage, ben, c'est du lait. Voilà. Ben, maintenant, on fait du fromage sans lait. Pourquoi? Parce qu'en laboratoire, hein, on peut associer des molécules, et puis ça vous donne un produit qui ressemble et qui n'est pas. C'est pareil pour les médicaments. Pareil pour les médicaments, hein, créer des molécules, et en fait, on les utilise, et quelque part, on oublie que ou bien elles ont une origine naturelle, ou que on est quand même, en théorie, toujours dépendant de la nature, mais peut-être beaucoup moins maintenant, pour se soigner. La médecine d'aujourd'hui, ou en tout cas la pharmacie d'aujourd'hui, est essentiellement une médecine, une pharmacie chimique. C'est de la chimie, tout ça. Ce sont des molécules, c'est des laboratoires, ce sont de grandes firmes industrielles. Hein. C'est plus le pharmacien d'autrefois qui partait dans les champs pour essayer de trouver des végétaux à transformer voilà, dans sa boutique et qu'ensuite il pourrait vendre comme ça au détail aux patients qui arriveraient avec une ordonnance. Alors, il y a un exemple, moi, qui me semble assez intéressant, qui, me semble-t-il, est relativement, et je prends des précautions, relativement peu connu du grand public. Alors, je vais dire, mais pourquoi il nous montre un sol pleureur avec cette légende ô combien provocatrice? Un arbre qui a les pieds dans l'eau et qui ne s'enrhume pas. Vous allez me dire, mais enfin, c'est débile. Un arbre, il ne s'enrhume pas. Oui, le sol pleureur a besoin de beaucoup d'eau. OK, il a les pieds dans l'eau. Sauf que cette idée, cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle résume ce que l'on trouve dans des traités de médecine au XVIIIe siècle.
où on commence à se poser la question de savoir si le saule pleureur n'aurait pas des vertus médicinales, et notamment en matière de traitement contre le rhume, la grippe, j'ai pris froid, j'éternue, etc. Bon, comment faire? Évidemment, ce que je dis est sérieux, vous allez voir jusqu'où ça nous mène. Et je trouve que c'est un des épisodes, il y en a d'autres, hein, c'est un des épisodes passionnants, à la fois de l'histoire de la médecine, et puis cette histoire de la médecine, hein, elle a des conséquences, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui, et c'est presque aussi une histoire économique, pour ne pas dire politique. En 1763, un homme d'église en Angleterre, le révérend Edmund Stone, Stone comme une pierre, hein, Stone, S-T-O-N-E, envoie une lettre dans une société savante, hautement prestigieuse, hein, Royal Society, qui publiait en fait les lettres qu'il recevait. Imaginez une association de savants, ils se réunissent de temps en temps, des gens leur envoient des lettres en disant « Tiens, j'ai une idée, il y a un truc, à mon avis, ça marche. Tiens, j'ai observé une comète bizarre en l'air, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, j'ai trouvé une pierre curieuse, etc. » Bon, vous voyez, ce n'est pas comme aujourd'hui les forums par Internet, mais ça y ressemble un peu. Et en fait, quand ces savants reçoivent des lettres intéressantes, des sortes de dossiers ou de rapports, hein, ils les publient. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que là, il y a peut-être une découverte intéressante. Et ce révérend Stone, en fait, il était dans une région qui s'appelle l'Oxfordshire, qui à l'époque était remplie de marécages. Donc, si vous avez des marécages, vous avez des moustiques. Si vous avez des moustiques, vous avez plein de gens qui ont la fièvre, notamment les pauvres, avec une très très forte mortalité. Et lui, en fait, à l'église, bah, il voit que des gens malades. Bon, ils sont autour des marécages, ils ont les pieds dans l'eau, on commence à comprendre, et ils sont tout le temps malades. OK. On ne connaît pas le rôle du moustique à l'époque. Il faut attendre le 19e siècle et Lavran, qui est un Français, pour trouver et découvrir le rôle précis du moustique dans la transmission de la malaria. À l'époque, on ne sait pas. Et ça ne fait rien. On fait l'association, les gens, ils ont les pieds dans l'eau, c'est humide, il fait froid, il ne fait pas beau, ils sont tout le temps malades, ils ont des fièvres. Et Edmund Stone, il connaît le quinquina. Le problème, c'est que le quinquina au XVIIIe siècle, c'est un remède de luxe. Parce que c'est un truc qui vient de l'autre côté de la planète, et pas par porte-conteneur ou par avion. Donc, il faut des mois et des mois. C'est très cher, et ces pauvres gens ne peuvent pas se soigner parce que le quinquina, c'est trop cher. C'est trop cher. En plus, les Anglais, bon, voilà, n'avaient pas la même mise, on va dire, sur les circuits commerciaux par rapport aux Espagnols ou même aux Néerlandais. Les Hollandais avaient réussi à faire pousser du quinquina en Indonésie, mais bon, c'est trop cher. Donc, Stone se dit quoi? Je vais essayer de trouver un remède qui a le même effet que le quinquina et qui est moins cher. Il lit les traités, il dit, bon, alors le quinquina, c'est quoi? C'est une écorce d'un arbuste qui pousse là où il fait très chaud. Il dit, bah mince, je suis en Angleterre, la chaleur, bof. Par contre, il y a un arbre qui a les pieds dans l'eau et qui ne s'enrhume jamais. J'ai dit, bah, j'essaye. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ils sont malades, ils meurent, bon, ok. Effectivement, de façon assez, j'allais dire, improvisée. C'est un homme d'église, hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'un ingénieur ou d'un médecin ou d'un pharmacien, c'est un homme d'église, il dit, je récupère des écorces de saule pleureur, je les fais sécher, j'applique la même recette que pour le quinquina, c'est-à-dire je le mets à tremper, à infuser dans du vin pendant 2-3 jours, je donne ça à boire aux pauvres, et puis on verra s'ils guérissent. Et de quoi il s'aperçoit? Il s'aperçoit qu'ils guérissent, justement. Alors il dit, mais c'est incroyable, le saule pleureur, il y en a partout, le quinquina, c'est très cher, c'est très loin, on ne peut pas en avoir, peut-être que ça marche. Il fait une lettre, il envoie à la Royal Society, et en fait, il va découvrir quoi? Il va découvrir le principe de ce qu'on appelle l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine. L'aspirine, c'est une molécule qui s'inspire, pour le dire mal, qui reprend en fait le contenu des écorces de saule pleureur. Donc vous avez cet homme d'église qui est à l'origine d'un remède qui aujourd'hui est produit à hauteur de 40 000 tonnes, je n'ai pas dit 40 tonnes, hein, 40 000 tonnes par an. Il y a même des calculs savants qui nous disent que, en fait, toutes les secondes, sur Terre, on prend 3000 cachets d'aspirine par seconde, dans toute l'humanité, parce que globalement, c'est le médicament qui est le plus répandu. Maintenant, on a tendance à le remplacer par le Doliprane, c'est pas la même chose, mais bon, on n'est pas bien, on a mal à la tête, hop, on prend un Doliprane, un ibuprofène.
Et bon, pendant très longtemps, on a utilisé de l'aspirine comme antalgique, c'est-à-dire je ne suis pas bien, j'ai la fièvre, j'ai des douleurs, hop, je prends l'aspirine et je vais mieux. En fait, le principe actif, donc cet acide acétylsalicylique, il a été extrait et reproduit en laboratoire et fabriqué en quantité industrielle par une grande société allemande qui s'appelle Bayer, B-A-Y-E-R. Bayer, ça existe toujours. Hein, si vous regardez, vous jetez un œil dans votre pharmacie à la maison, hein, dans la salle de bain, là, vous avez forcément une armoire avec 2-3 médicaments. Vous aurez forcément des médicaments de la société Bayer. Et Bayer, en fait, va gagner une fortune en commercialisant l'aspirine parce que les gens se disent, mais c'est formidable. Ils ont oublié l'histoire de Stone, tout ça, c'est oublié. Hein. L'Angleterre du XVIIIe siècle. On a un remède, effectivement, qui n'est pas cher. L'aspirine, ça n'a jamais été très cher. Assez efficace. Un quart d'heure, une demi-heure, hop, on va mieux, on sent mieux. Et à un moment donné, on a presque pensé que c'était comme la Thériaque dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, quelque chose qui pouvait guérir toutes les maladies, ou pour le dire différemment, qui soulageait tout. Dans un premier temps, évidemment, les fonctions de l'aspirine, et en plus, il y a des effets secondaires si on en prend trop. Donc là, en fait, il y a quatre photos, hein, des vieux flacons d'aspirine Bayer, boîte d'Aspro, ça c'est contemporain, et puis 2 publicités des années 30. Alors pourquoi des publicités des années 30? Parce qu'en fait, la France s'est lancée notamment dans la région du Rhône. Hein, vous avez des grandes usines qui fabriquaient aussi de l'aspirine. Et il y a eu une sorte de guerre de l'aspirine. Je le dis très mal, mais globalement, c'est ça, entre les Français et les Allemands dans l'entre-deux-guerres. L'aspirine apparaissait comme un remède allemand. Et après 1918, si vous voulez, ça le faisait moyen de dire tiens, j'ai été soigné parce que j'ai guéri, parce que j'ai pris un cachet qui vient d'Allemagne. Il valait mieux un truc qui vienne de France, pour des raisons que vous comprenez, la guerre. En fait, c'est amusant parce qu'on le retrouve dans les publicités de l'époque. La publicité qui est en haut à droite, je cite, ne prenez que l'aspirine usine du Rhône, pure de tout mélange allemand. Sous-entendu, là, c'est du vous pouvez le prendre, votre argent ne va pas partir en Allemagne. Et puis vous avez deuxième publicité en bas, bonne soirée, hein, sous-entendu une dame, elle a mal à la tête, on ne sait pas pourquoi elle a mal à la tête, elle prend de l'aspirine et puis l'infirmière lui dit bonne soirée, aspirine usine du Rhône, bienfaisante et bien française. D'accord, c'est du patriotisme médical, c'est du nationalisme et qui intervient dans une période où effectivement les relations entre la France et l'Allemagne allaient se nicher jusqu'à des publicités où on disait attention, le remède allemand, bof, hein. Prenez un truc fabriqué en France, c'est mieux ça. Hein. Prenez quelque chose fabriqué en France, c'est plus sûr, etc. Ça devrait vous rappeler un certain nombre de choses. Vous voyez que beaucoup de choses qu'on pense être nouvelles et inédites, et en réalité qui existent depuis un certain temps, voire un temps certain. Bayer est très critiqué actuellement. Pourquoi? Parce que cette société, qui est une société très très riche, et je ne rentre pas dans les controverses autour de Bayer pendant l'Allemagne nazie, oui, parce qu'ils ont continué à gagner beaucoup d'argent, à fabriquer plein de choses. Bayer a racheté une société qui s'appelle Monsanto. Monsanto, normalement, on a dû vous en parler, peut-être un peu en première, peut-être en seconde, peut-être au collège, vous avez peut-être fait des exposés sur l'environnement, sur les problèmes écologiques, etc. Bon, sur l'agriculture. C'est une société essentiellement qui crée des pesticides, pour aller très vite, et le dire mal. Et globalement, c'est une société qui crée des pesticides, c'est-à-dire vous avez un champ de patates et vous voulez que des patates. Vous ne voulez pas des petits insectes qui vont les manger et des herbes qui vont faire baisser votre rendement. Donc, vous avez Monsanto qui fabrique des produits chimiques qui peuvent être mortels, dangereux, des choses qu'on peut retrouver dans l'alimentation, dans les nappes phréatiques, dans les animaux, etc., etc. Et là, en fait, la caricature, c'est quoi? Ben, vous avez un monsieur en combinaison qui est en train de sulfater ou de passer l'engrais, des pesticides, je ne sais quoi, sur une plante qui a l'air toute morte. Et il dit c'est le printemps, la végétation et les tumeurs bourgeonnent. Peu de mots, on l'apprécie ou on l'apprécie pas. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains ont critiqué l'association entre une firme pharmaceutique et une firme qui crée des pesticides. L'accusation, elle est où? Elle est de dire vous allez faire que de la chimie partout, c'est-à-dire vous allez jeter de la chimie dans les champs, donc dans la nourriture, vous mangez, donc vous allez avoir de la chimie dans votre corps, et en plus, les médicaments que vous allez prendre vont aussi vous faire tomber malade, parce que c'est de la chimie, et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On fait des essais cliniques sur 1000 personnes, oui, mais peut-être que la 1001e personne va avoir des effets secondaires indésirables. Plein de scandales sur les médicaments.
plein de scandales sur les médicaments. Et la caricature, en fait, va presque encore plus loin en disant, mais Bayer va essayer de soigner les maladies provoquées par Monsanto. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez un qui fabrique des médicaments, l'autre qui fabrique des substances qui peuvent vous rendre malade, et là, c'est parfait. C'est-à-dire, je vous rends malade, bon, je ne vous tue pas, vous avez un peu d'argent, donc c'est ce que je veux, et ensuite, je vous vends les médicaments. C'est une accusation qui est grave. Hein. Alors, il y a des procès, il y a quantité de débats. Ce sont des questions là que je résume très, très vite et très, très mal, mais ce sont aussi des questions d'actualité. Tous les jours, vous avez des agriculteurs qui disent, mais nous, on a besoin de ces produits chimiques pour nos champs, parce qu'on a besoin de produire. On vit de ça, on en a besoin. D'autres disent, oui, mais ça donne des maladies, et l'environnement, si on ne le respecte pas, hein, ça peut donner des choses bizarres. Et c'est un débat vraiment, je dirais, actuel, que cette relation entre les laboratoires, les firmes multinationales et la santé publique, avec toujours ce dilemme, le profit, le profit, le profit, oui, mais à un moment donné, il faut aussi la santé. Voilà, parce que sinon, on ne profite de rien. Si on n'est pas, on va dire, si on ne bénéficie pas, on ne jouit pas d'un état de santé, on va dire, optimal, pas parfait, mais un état de santé qui nous permet, voilà, de rester debout. J'ai fait le tour de questions qui auraient mérité sans doute de plus ample développement. Tous ces thèmes ont donné lieu à quantité d'articles et de livres. Hein. Ce que je vous raconte n'est pas évidemment inédit. J'ai essayé de synthétiser ce que les chercheurs ont depuis très longtemps mis en évidence. Cette synthèse, et la photo au final hein, montrant une jolie forêt, vous ne la voyez pas, mais bon, voilà. Imaginez que l'image est belle. J'ai essayé de sélectionner de belles images. Je mettrai de toute façon en ligne le PowerPoint hein, pour ceux qui voudraient simplement le regarder ou le montrer. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Mais tout ça pour poser effectivement la question et s'interroger par rapport à ces liens et à ce lien entre l'homme et la nature vivante. Nous sommes la nature. Nous faisons partie de la nature. Tout en nous est culturel et tout en nous est naturel. C'est une question, c'est presque un sujet de philosophie, hein, les liens entre nature et culture. C'est un grand classique. Je pense que l'histoire, et notamment l'histoire de la médecine, peut apporter hein, sa pierre à l'édifice et sa contribution à une réflexion sur ces liens et sur l'évolution de ces liens entre l'homme et la nature. Je vous remercie.